À 10h47 précise, dans le silence feutré de la nuit romaine, 12 téléphones ont retenti simultanément. Aucun ordre du jour, aucune note explicative, aucun délai pour organiser une défense collégiale. Un seul message de 8 mots, transmis à 12 princes de l'Église séparés les uns des autres. Sa sainteté souhaite vous voir ce soir. À minuit, ces 12 hommes se tenaient immobiles dans une salle secondaire et sombre du palais apostolique, face au pape Léon, à un dossier rouge scellé et à un carnet de cuir noir contenant exactement 12 noms écrits à la main. Ce qui s'est joué dans le secret de cette nuit-là n'était pas une simple querelle d'appareil ou un échange de courtoisie diplomatique, mais le point de rupture d'une guerre invisible menée au cœur même de la curie romaine. Une confrontation décisive démontrant que le silence prolongé du souverain pontife n'avait jamais été une marque de faiblesse ou d'hésitation, mais la préparation méthodique d'un jugement. Pour comprendre la violence sous-jacente de cette convocation nocturne, il faut revenir 10 jours plus tôt, au 23 avril 2026. Le pape Léon s'apprête alors à conclure un voyage apostolique épuisant de 11 jours à travers l'Algérie, le Cameroun, l'Angola et la Guinée équatoriale. Pour les caméras du monde entier, le séjour offre l'image familière d'une mission papale ordinaire avec ses bains de foule, ses liturgies solennelles et ses rencontres officielles. Pourtant, loin des projecteurs, Léon traverse cette tournée avec une conscience aiguisée jusqu'à la douleur. Il prie dans des chapelles délabrées, visite une prison sous une pluie battante et croise des communautés dont la foi subsiste sans le moindre prestige politique. Au Cameroun, des enfants marchent des heures entières sur la poussière pour recevoir sa bénédiction. Le contraste devient insupportable entre cette église vivante des périphéries et les rivalités feutrées de Rome. C'est durant la dernière étape du vol retour, au-dessus de la Méditerranée, que le catalyseur de la crise fait son apparition secrète. Sur le bureau privé du pape, une main anonyme dépose un dossier rouge portant la mention réservée à l'usage interne confidentiel. En ouvrant la chemise, le visage du pontife change. Sous ses yeux se déploient 23 pages de dates, de validations, de signatures et de clauses administratives à la neutralité calculée. Pour un œil profane, ces formulaires ressemblent à de la gestion routine. Pour Léon, ils révèlent la mécanique exacte d'une obstruction programmée. Pendant les 11 jours où le pape parcourait l'Afrique, un cercle restreint mais extrêmement influent de la curie a entrepris de neutraliser méthodiquement les 3 réformes majeures de son pontificat. Aucune rébellion ouverte, aucun pamphlet incendiaire, aucune déclaration publique. La résistance s'est faite plus sourde, plus vicieuse, enfouie sous le langage technique. La première réforme, visant à imposer une transparence financière absolue grâce à des audits externes menés par des laïcs indépendants, a été gelée. La seconde, destinée à décentraliser le pouvoir des dicastères romains au profit des évêques du monde entier, a été étouffée sous les amendements. La troisième, imposant un protocole de responsabilité stricte pour les prélats ayant couvert des abus, a été retardée par des vices de forme opportuns. L'erreur tragique des conspirateurs a été de prendre l'absence physique du pape pour une fenêtre d'impunité et son calme habituel pour de l'aveuglement. De retour à Rome, Léon garde un silence absolu pendant 7 jours. Il préside les audiences générales, bénit les fidèles sur la place Saint-Pierre et reçoit les dignitaires étrangers comme si de rien n'était. Mais en coulisses, loin des regards, il vérifie chaque fait. Un par un, sans témoin ni secrétaire, il convoque le responsable des statistiques, un collaborateur laïque venu du Pérou, puis les auditeurs indépendants. Il recoupe chaque email, authentifie chaque signature, retrace la chronologie exacte de la trahison. Le 30 avril au matin, la preuve est irréfutable. La paralysie des réformes n'est pas un retard bureaucratique, mais une manœuvre coordonnée. Le soir même, après avoir arpenté seul les jardins du Vatican avec une colère froide et disciplinée, Léon rompt le silence et lance la convocation générale. À 11h35, les 12 cardinalistes ont franchi le seuil de la salle. Assis le long d'une table sous une lumière crue, ils observent le pape poser sur le bois le dossier rouge et le carnet noir. Sans hausser le ton, Léon ouvre le premier document, daté du 16 avril, repoussant l'audit financier de 90 jours. Il pointe les signatures au bas de la page et fixe l'assemblée. 3 d'entre vous ont signé ce texte,
et l'un d'entre vous l'a rédigé pendant que je prêchais aux enfants du Cameroun. Alors que le silence devient asphyxiant et que le pape s'apprête à tourner la page suivante pour exposer les 8 autres mémorandums, une tension insoutenable s'installe dans la pièce. Les 12 princes de l'Église réalisent enfin que le souverain pontife ne les a pas rassemblés pour débattre ou entendre des excuses, mais pour placer chacun d'eux face aux conséquences irréversibles de leurs propres écrits. À mesure que la seconde page est extraite du dossier rouge, puis la troisième et la quatrième, la densité du silence dans la pièce devient presque physique. Sous la lumière tamisée de la suspension, le contraste entre l'apparat officiel du Vatican et la réalité matérielle des documents étalés sur la table met à nu le fonctionnement intime du système. Ce ne sont pas des proclamations de schisme ou des déclarations d'hostilité ouvertes qui s'alignent sous les yeux des 12 prélats, mais la mécanique aride de la gestion quotidienne. Des décrets de réorganisation interne, le limogeage discret d'un contrôleur financier, le renouvellement imprévu d'un contrat suspendu par le pape lui-même, ou encore l'autorisation de voyager accordée à un évêque sous le coup d'une interdiction de quitter son diocèse. Chaque feuillet, rédigé dans une prose administrative d'une neutralité irréprochable, a servi de bouclier pour paralyser l'autorité pontificale sans jamais la contester de face. Le pape Léon ne crie pas. Il n'a nul besoin d'élever la voix, car la précision des dates et l'authenticité des tampons administratifs parlent avec une sévérité que nul ne peut contester. Au 8e mémorandum, le cardinal Dano, vieil homme de près de 80 ans forgé par des décennies de diplomatie curiale, commence à trembler de manière visible. Au 9e document, un autre cardinal s'effondre en silence, le visage enfoui dans ses mains, secoué de sanglots muets. Autour de lui, personne ne bouge pour le réconforter, personne ne tente d'ébaucher une défense commune. L'unité stratégique qui semblait si solide à travers la circulation des notes confidentielles s'effondre à l'instant même où ces hommes doivent répondre ensemble de leurs actes. Léon pose sa main à plat sur la chemise rouge qui renferme les 23 pages accumulées durant ces 11 jours d'absence. Rappelant la figure du pape François et les années d'épuisement qu'il avait dû subir face au blocage répété des mêmes bureaux, Léon prononce la phrase qui fige définitivement l'assistance. « Je ne suis pas François, et je ne m'épuiserai pas. » S'asseyant pour la première fois de la soirée, les doigts croisés sur le bois massif de la table, il détruit l'illusion d'une négociation possible. « L'Église ne sera pas gouvernée depuis l'ombre, affirme-t-il fermement, avant de signifier à chacun que la vérité n'est pas négociable. C'est alors que le pontife se saisit du carnet de cuir noir. Il l'ouvre à une page marquée et le tourne vers les 12 hommes. Sur la page blanche, 12 noms écrits de sa propre main sont associés à des décisions déjà arrêtées. Certains y lisent un avertissement, d'autres une réassignation immédiate ou une mise à la retraite forcée. Un seul nom porte le mot « confiance », sans que le cardinal concerné ne laisse paraître le moindre soulagement, subitement isolé du reste du groupe. Le jugement est rendu avant même que le débat n'ait pu s'engager. Léon fixe alors ses conditions avec une froideur glaciale. L'interdiction absolue de communiquer avec la presse sous peine de renvoi immédiat dans l'heure sans possibilité d'appel, l'existence de copies de sauvegarde du dossier stocké en lieu sûr, et l'exigence de maintenir les apparences extérieures dès le lendemain matin. Mais alors que le piège semble refermé, le pape se lève et commence à faire le tour de la table. Il s'arrête brutalement derrière le 3e siège et pose sa main sur le dossier de la chaise, désignant directement l'auteur du mémorandum du 16 avril. Face aux données de métadonnées, à l'historique des brouillons et au témoignage d'un documentiste clé, le prélat démasqué laisse tomber sa tête et avoue dans un souffle qu'il s'agissait de protéger l'institution contre des changements trop rapides. La réponse de Léon tombe comme un coup près. Vous n'avez pas protégé l'Église, vous vous êtes protégé vous-même. Après l'aveu du rédacteur de la note du 16 avril, le basculement dans la gouvernance du système devient total et irréversible. Dans la pénombre de la salle secondaire, le pape Léon expose les suites de son plan avec la précision d'un rapport logistique, balayant définitivement toute tentative d'atténuation ou de négociation d'appareil. L'audit financier mené par des experts laïcs indépendants ne subira aucun délai et sera accéléré sans la moindre concession.
La restructuration organisationnelle s'appliquera de manière strictement binding et les 3 premiers dicastères touchés seront rendus publics de façon imminente. Avant même que les agences de presse ne soient informées, les cardinaux qui dirigent ces départements recevront leur notification officielle de destitution. Pour 3 des hommes assis autour de la table, la sentence signifie l'effondrement immédiat de décennies d'influence au sein de la curie romaine. Dans un coup de théâtre tactique d'une grande lucidité, le souverain pontife annonce la création d'un bureau secret de contrôle interne et révèle que son directeur sera choisi parmi l'un des 12 prélats présents. En une seule décision, l'alliance corporative qui s'était formée durant son voyage en Afrique est définitivement pulvérisée. Entrés dans le palais comme un bloc solidaire, les 12 hommes ressortent sous forme d'individus isolés, rongés par la méfiance réciproque et l'incertitude. Évoquant le souvenir des mères d'Afrique ayant perdu leurs enfants dans la violence et des jeunes écœurés par les intrigues ecclésiastiques, Léon rappelle que la mission de l'Église ne saurait servir de masque à la préservation de privilèges personnels. À minuit passé, il donne son ultime instruction: maintenir les activités publiques habituelles, célébrer les messes, sourire aux pèlerins, mais s'interdire tout appel, toute lettre et toute rencontre privée, avant de conclure par une injonction glaciale à la prière. Lorsque le pontife franchit la porte, les 12 cardinaux restent immobiles durant près de 10 minutes, prostrés dans un silence assourdissant. Ce n'est qu'à 1h42 du matin qu'un garde suisse éteint la lumière de la pièce désormais vide, scellant la fin d'une époque. Dans les 72 heures qui suivent, l'onde de choc se propage à travers les couloirs du Vatican sans qu'aucun scandale public ne soit étalé. 4 cardinaux demandent subitement une retraite anticipée, 2 sont réassignés dans des diocèses éloignés de Rome, 3 subissent des blâmes formels accompagnés d'une réduction drastique de leurs prérogatives, et l'auteur du mémorandum est placé sous une surveillance administrative stricte de 6 mois. La nomination du directeur du nouveau bureau de contrôle interne surprend l'ensemble de la curie par son profil d'une intégrité personnelle incontestée, loin des factions traditionnelles. Face à cette restructuration méthodique, les cercles habituels du pouvoir tentent d'adapter leur résistance. Les réunions se font plus courtes, les conversations plus prudentes, et chaque document est relu avec une appréhension inédite. Mais le système réalise peu à peu que le silence du pape n'était ni de la fatigue ni de la résignation, mais une observation disciplinée destinée à agir au moment précis où les faits devenaient indiscutables. Quelques jours plus tard, dans le calme retrouvé de ses appartements privés, le carnet de cuir noir reste ouvert sur le bureau du pape Léon, révélant une phrase manuscrite traçant la ligne de conduite future. L'Église ne se cachera plus, souligné de 3 mots d'une détermination absolue. Recommencer demain. Dans les jours qui suivent l'affrontement nocturne, l'atmosphère dans les hauts couloirs du palais apostolique est irrémédiablement altérée. La décision du pape Léon de maintenir le carnet de cuir noir ouvert sur son bureau personnel, à côté du dossier rouge enfin refermé, ne constitue pas un simple geste de conclusion, mais l'acte fondateur d'un ordre nouveau. Le moment clé de cette transformation ne s'accomplit pas dans le tumulte d'une proclamation spectaculaire ou d'une dénonciation théâtrale sur la place Saint-Pierre, mais à travers la mise en œuvre inflexible et clinique des décisions consignées cette nuit-là. Le système, habitué depuis des décennies à la diplomatie des demi-mesures, au compromis feutré et à l'usure lente de l'autorité pontificale par le retard bureaucratique, se trouve soudain confronté à une vérité matérielle impossible à contourner. Les masques institutionnels, façonnés par le langage neutre des mémorandums, les formules juridiques protectrices et la solidarité de caste, sont brutalement arrachés. Lorsque les notifications officielles tombent une à une dans les bureaux des prélats concernés, le choc psychologique est total. Pour la première fois dans l'histoire récente de la curie, la résistance passive et les manœuvres de couloir ne débouchent pas sur un enlisement procédural, mais sur l'exécution immédiate et sans appel d'un jugement administratif. Les réactions au sein de l'appareil ecclésiastique témoignent de cette onde de choc. Dans les salons de la curie, les conversations s'interrompent brusquement à l'approche des proches du souverain pontife. Les réunions informelles se raréfient et une prudence inédite saisit chaque administrateur au moment d'apposer sa signature au bas du moindre document.
L'illusion selon laquelle le calme souverain du pape équivalait à une absence de réaction s'est définitivement effondrée. Ceux qui avaient spéculé sur sa fatigue au retour d'Afrique comprennent que sa patience n'était que la discipline d'un homme attendant que les faits soient mathématiquement indiscutables. La création du nouveau bureau de contrôle interne et la nomination immédiate de son directeur, un homme à la réputation d'intégrité inattaquable, achèvent de démonter le réseau de protection mutuelle qui préservait les comptes secrets et les décisions arbitraires. Les trois réformes majeures, l'audit financier indépendant mené par des laïcs, la décentralisation réelle du pouvoir vers les évêques des périphéries et le protocole de responsabilité stricte pour les prélats faillibles sont immédiatement réactivés et accélérés. L'expérience humaine accumulée par Léon dans la poussière du Cameroun, auprès des enfants sans voix et dans la solitude des prisons sous la pluie, retrouve sa place au centre exact de la mission de l'institution. Les décalages historiques entre la pompe romaine et la réalité des fidèles sont désormais comblés par des actes administratifs contraignants. Le pouvoir véritable a cessé de résider dans le bruit des alliances secrètes pour s'incarner dans la rigueur d'une décision mûrement réfléchie, consignée dans un petit carnet de cuir et portée par la force tranquille d'un homme qui a refusé d'être épuisé par le système. Dans les semaines qui suivent le démantèlement discret de la faction, les répercussions à long terme de la nuit du 30 avril s'imposent à l'ensemble du système ecclésiastique avec une force tranquille mais irréversible. L'onde de choc ne s'est pas traduite par un grand drame public ou une guerre intestine étalée sur la place publique, mais par une transformation profonde de la pratique quotidienne du pouvoir. Au sein de la curie romaine, la grammaire même des relations administratives s'est trouvée modifiée. Le temps où l'on pouvait étouffer un décret sous des amendements dilatoires ou différer un audit financier sous couvert de prudence bureaucratique est définitivement révolu. Les cadres de l'institution, témoins du sort réservé aux 12 prélats les plus influents de Rome, ont intégré une réalité nouvelle. L'autorité papale ne se négocie plus dans l'ombre des couloirs du palais apostolique. Sur le plan pratique, les trois réformes fondamentales portées par le pape Léon déploient désormais leurs effets concrets sur le terrain, redonnant tout son sens à l'expérience humaine qui avait motivé son voyage initial. L'audit financier indépendant, désormais libéré des entraves et accéléré sans la moindre concession, met en lumière la gestion des ressources et garantit une transparence absolue sur l'usage des offrandes venues des fidèles du monde entier. La décentralisation des dicastères romains s'incarne dans une autonomie accrue accordée aux évêques d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, brisant le centralisme eurocentrique qui tenait l'Église éloignée de ses périphéries. Enfin, le protocole de responsabilité stricte met un terme définitif à la culture du secret, au transfert discret et à la protection corporative des prélats mis en cause, imposant des procédures claires et des noms identifiables. Pour les communautés vulnérables croisées par Léon durant son périple, ces enfants du Cameroun ayant marché des heures sur la terre battue, ces prêtres isolés luttant pour la vérité sans soutien institutionnel, ces fidèles dont la foi survivait sans prestige politique. La réalité s'est transformée. L'institution n'apparaît plus comme une structure rigide et autocentrée, préoccupée par sa propre survie et la défense de ses privilèges, mais comme une maison dont les fenêtres ont été brutalement ouvertes sur la lumière de la vérité. Un vieux cardinal de la Curie, résumant le sentiment général dans une phrase teintée d'une inquiétude respectueuse, observait que cet homme voyait bien plus loin que ce qu'ils avaient tous imaginé. Ils avaient confondu son silence avec de l'absence, son calme avec de l'acceptation, et sa patience avec de l'épuisement. C'était là leur plus grande erreur. Au terme de cette confrontation décisive, l'histoire ne retient pas la victoire d'un camp sur un autre, mais la victoire de la responsabilité sur la bureaucratie, de la vérité sur le secret. Alors que le quotidien du Vatican reprend son cours fait de cloches, de pas feutrés et de correspondances scellées, le petit carnet de cuir noir reste ouvert sur le bureau du pontife. La véritable autorité ne s'affirme pas dans le bruit, la menace ou l'éclat des réquisitions publiques, mais dans la discipline d'un homme capable d'observer en silence, de rassembler les faits jusqu'à les rendre irréfutables et d'agir avec une résolution inébranlable lorsque l'avenir de sa mission est en jeu. Le dossier rouge est désormais fermé,
Mais le chapitre ouvert cette nuit-là continue d'écrire l'histoire d'une église qui a choisi de ne plus jamais se cacher derrière le silence.